On est déjà ravis de voir cette salle comble. Merci encore une fois à tout le monde d'avoir répondu à notre invitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont dehors. Hein. Vous les excuserez si vous avez des amis à vous, des camarades. C'est pour vous. Voilà. Ah, excusez-moi, c'est pas très poli tout ça. Bon. C'est pas très poli. Alors, ce soir, on a organisé cette rencontre avec Mohamed Meshmash d'Assez le Feu, qui va venir, là, je l'attends. Alors, excusez-moi si je suis pas très à l'aise au micro, c'est pas mon boulot. Mais voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est dur d'être seul sur une tribune comme ça. Merci Jean. Donc on m'a dit de combler, mais voilà. Bah, je comble, j'essaye de combler. Mohamed, voilà, viens m'aider, viens m'accompagner. Merci Mohamed. Alors, je vais faire une rapide présentation. Là, vous avez à ma droite Monsieur Mohamed Meshmash d'Assez le Feu. Voilà Madame Estrella Hernandez qui est présidente de Kaina TV. Et un peu plus loin, c'est Jean Kouchner qui va faire office de modérateur sur la première table ronde. Je laisse tout de suite la parole à Estrella Hernandez. Ah oui, aux femmes, absolument. Et ensuite, Mohamed vous dira quelques mots. Je reprendrai la parole et puis après, on laissera Jean Kouchner expliquer tout le reste. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux. Je regrette infiniment que les personnes qui sont dehors ne puissent pas rentrer. Mais bon, elles pourront le voir en streaming, en direct. Et sachez qu'il y en aura d'autres. Hein. Ce n'est qu'un début. Hein, Mohamed ? C'est qu'un début, c'est les premières conférences. Donc voilà, alors avec Kaina TV, dont je suis la présidente, et suite aux événements de début janvier, on a décidé de pouvoir animer des conférences où les gens puissent s'exprimer et puissent échanger. Voilà pourquoi nous avons eu cette salle, donc la salle Rabelais. Hein. Au départ, c'était pour d'autres raisons, mais nous avons transformé le programme. On a été obligés au vu de l'actualité, puisque c'est grâce à monsieur Mohamed Meshmash d'Assez le Feu, nous avons accueilli les assises de la discrimination. Et c'est pour cette raison que nous organisons ça, et nous vous remercions d'être aussi nombreux. Donc je vais passer la parole à Mohamed Meshmash. Bonsoir. Bon, en tout cas, merci de nous accueillir. Hein. Ça fera la deuxième fois qu'on fait quelque chose ensemble. La dernière fois, c'était pour les 30 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme. Et là, ben, écoutez, on a décidé, avant que les événements arrivent, on était parti sur un projet qui s'appelle les assises des discriminations. On parle beaucoup de discrimination, et on s'était dit que c'était quand même peut-être important peut-être de marquer réellement le coup. Quand je dis marquer le coup, c'est peut-être qu'on en parle, mais comment on agit. Je trouve qu'on n'agit pas beaucoup. Donc l'idée, c'était de faire plusieurs étapes. Donc on a démarré ces assises par Toulouse. Nous avons fait Valence. On fait une étape à Montpellier. On en fera une à Mulhouse, à Nîmes. Et on fera à Dijon. Et on fera un final à Clichy-sous-Bois. Notre démarche à nous, c'est plutôt d'interpeller un peu l'opinion publique, nos responsables politiques, pour dire, bon, on parle beaucoup de discrimination, mais est-ce qu'on sanctionne réellement ou pas ? Et ça serait de lancer une campagne de sensibilisation, avec un spot publicitaire, comme on fait quand on veut faire sur de la prévention routière, de lancer un petit peu ces initiatives, et pourquoi pas non plus diffuser sur les grandes chaînes, voilà, en tout cas les chaînes publiques, ne serait-ce que sensibiliser les gens qui discriminent, ceux qui ne s'en rendent pas compte et qui discriminent sans le savoir,
ceux qui aujourd'hui discriminent en le sachant sans savoir que quelque part ils risquent quelque chose parce qu'ils se disent jusqu'à présent on n'a pas été jusqu'au bout. Donc notre démarche elle est là, c'est de sensibiliser autour de toutes ces questions et les thématiques qui ont été choisies sont choisies par ceux qui accueillent localement. Donc le but de cette table ronde, suite aux événements qu'on a rencontrés, qu'on condamne tous, c'était important peut-être d'avoir ces échanges, y compris parce qu'on parlera aussi de discrimination, de mieux comprendre un petit peu ce qui s'est passé. On nous a souvent dit ces derniers temps qu'il y avait un avant et un après. Qu'est-ce qu'on entend par l'après? En tout cas, nous, on essaie d'avoir des réponses. On essaie tout simplement d'essayer de comprendre, de se remettre en question et peut-être de trouver ensemble ce qu'on a loupé. En tout cas, y compris de sensibiliser ceux qui, pendant 30 ans, peut-être, ont mené des politiques qui ne conviennent pas. Voilà. Donc ça serait peut-être quelque part qu'on se partage un petit peu tous ces responsabilités et que nos enfants ou les habitants de ces quartiers ne doivent pas être le seul réservoir de coupables et qu'au contraire, c'est peut-être une chance, c'est pas un problème, c'est une partie de la solution. Et je pense on va en discuter. Voilà. Merci à vous. Ouais, je vous fais une petite annonce de dernière minute. Alors, je voulais simplement vous dire, on est ravis que la salle est pleine. Je pense que beaucoup sont venus pour M. Edoui Plenel. Alors, je vais simplement vous dire que M. Edoui Plenel, malheureusement, ne sera pas là. Il est souffrant, il a 42 fièvres. Mais on est là, et vous regretterez rien, et vous verrez que ça vaut le détour aussi. Il y a un ensemble d'invités qui sont là, et vous verrez franchement que ça vaut, et ça mérite le coup d'écouter aussi un petit peu d'autres personnes. Voilà, même si on aurait aimé que M. Plenel soit avec nous, il y reviendra une autre fois, et il pense à nous, et il est avec nous moralement. Voilà, merci à vous. Pour vous expliquer un petit peu le déroulement de la soirée, déjà, je vais commencer, parce qu'après, on va me faire des remontrances, remercier l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire Assez le Feu, l'école de journalisme de Montpellier, le LJ Pro de Montpellier, la fondation Abbé Pierre, qui est aussi partenaire de cet événement, et les services de l'État qui ont pu nous soutenir sur cette action, le Conseil général de l'Hérault et la ville de Montpellier. J'espère que j'ai oublié personne. Et Mediapart, qui était aussi, qui est toujours. Alors, il t'a envoyé un petit mot, Jean, c'est ça? Il t'a un petit mot, Monsieur Plenel, et qui dit. Il m'a laissé un message à l'instant, après nous avoir avertis en fin de matinée, et il m'a demandé de vous transmettre d'abord ses salutations et ses excuses. Il est vraiment désolé de ne pas être présent. Il a promis qu'il reviendrait. Il est effectivement au fond du lit, et quand on entend sa voix sur le message que j'ai sur mon portable, on comprend qu'effectivement, il ne pouvait pas être des nôtres. Donc voilà, il m'a demandé de le transmettre, et je le fais avec regret et plaisir. Alors, pour terminer sur le déroulement, vous allez regarder un petit micro-trottoir dans un premier temps qui a été fait par l'équipe de Kaina. Ensuite, il va y avoir le débat. Ensuite, il va y avoir une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes, mais vraiment une petite pause très courte. Et ensuite, il y aura la deuxième table ronde. Voilà, tout ça est en streaming, c'est-à-dire on peut visionner tout ça sur le site de France 3 Régions, qui est aussi partenaire de... Voilà, on les remercie, France 3 Régions. La Gazette aussi, qui a laissé un espace dédié sur leur site pour qu'on puisse... pour que des internautes puissent regarder ce débat interactif. Et il y avait aussi Midi Libre. Voilà, Midi Libre qui a laissé aussi cet espace. Il y a des personnes qui sont actuellement sur des réseaux sociaux qui vont poser des questions tout au long de la soirée. Voilà, l'idée, c'est que ça soit vraiment interactif et que ça ne soit pas des personnes qui soient sur la tribune et qui puissent essayer de répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a 2 micros qui vont circuler dans la salle. Et voilà, l'idée vraiment, c'est qu'on puisse ensemble arriver à peut-être essayer d'avoir des pistes de réflexion pour l'avenir, et notamment pour ces habitants avec qui on travaille, nous, régulièrement, les habitants des quartiers populaires. Voilà, merci à tous. Oui, et voilà, un grand merci, puis après on va terminer. Un grand merci à tous les jeunes et les moins jeunes de Kaina TV qui viennent s'investir sur ce projet.
c'est les caméramans, c'est les techniciens, c'est voilà, cette soirée, cet événement. On n'aurait pas pu l'organiser sans eux. Et je pense aussi aux bénévoles adhérents de l'association Assez le Feu. Voilà. Et il y a une magnifique exposition qui est à l'entrée que vous pourrez voir tout à l'heure et échanger autour de ça. Voilà, merci. Jean, à toi. Merci. Je vais d'abord, peut-être on va projeter le premier film. Les choses vont se passer de la façon suivante. Sur ce premier thème qui a trait au rapport entre les cités et les médias, au fond, comment est-ce que l'information venant de ce qu'on appelle les cités, au sens générique, on verra si c'est une appellation qui est conforme, ou ce qu'on appelle aussi les banlieues, mais il y a des banlieues riches, alors il faudrait préciser, ou les quartiers, on dit les quartiers tout court, pour ne pas dire les quartiers défavorisés. Donc on essaiera de faire le tri sur comment est-ce qu'on traite cette information dans les grands médias, étant entendu qu'évidemment, on imagine que dans les médias de proximité de ces quartiers-là, et en particulier de Kaina TV, le mode de traitement de l'information en général n'est pas le même. On verra pourquoi, on verra aussi quel effet ça peut avoir, quel effet ça a, parce qu'on se sent, disons-le tout de suite, souvent maltraité dans les grands médias, avec une vision déformée, partielle, peut-être aussi partiale, mais on verra aussi quelles conséquences ça a en termes de poursuite, au fond, d'une espèce de discrimination qui a été qualifiée avec des mots plus durs qu'on passera en revue tout à l'heure. Voilà les enjeux de ce premier débat. Je ne vais pas plus loin. Je vous propose d'assister à la projection tout de suite de ce petit reportage qui a été fait par Kaina TV. Et puis ensuite, je demande aux participants de bien vouloir monter sur la scène. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont les journalistes, les médias traitent les quartiers populaires? Ils traitent les banlieues sans y être allés, je pense. Peut-être aussi il faut avoir une vision un peu plus subtile, un peu plus réfléchie sur certains quartiers. Souvent, on a tendance à regarder tout ce qui ne va pas, mais on oublie de regarder les gens qui se mobilisent, tout ce qui est fait dans certains quartiers, et tout ce qui donne un peu l'identité au quartier lui-même, quoi. Je pense qu'ils ne connaissent pas vraiment les quartiers, donc ils le font d'une façon avec leur vision à eux de journalistes, donc issus d'une classe un peu différente que celle des banlieues. Donc effectivement, c'est un peu comme s'ils allaient au zoo, quoi, un petit peu, comme la majorité des Français en fait. Très peu de gens connaissent les quartiers, notamment en province. Quand on parle des banlieues, en général, on s'imagine tout de suite que bon, ce sont des gens, il y a beaucoup d'insécurité en général et tout ça. Bon, moi je dirais plutôt qu'il faut mitiger. Il y a peut-être des zones qui sont un peu plus chaudes que d'autres, des bâtiments, on va dire, mais je pense que tout ça, ça relève de l'éducation. Hein. Ils donnent toujours une image négative des quartiers. On peut voir récemment l'exemple avec Lunel, pourtant c'est pas un quartier, c'est un petit village. Et voilà, c'est toujours dénigrer les quartiers. Je regarde beaucoup des chaînes comme BFM et je trouve que c'est pas... Au fait, on en parle seulement quand il y a des problèmes, quand il y a moyen de stigmatiser. Que ça soit spectaculaire, il faut que ça soit que ça attrape l'œil, mais pas obligatoirement que ça soit une observation un peu plus réfléchie ou plutôt qui nous fasse réfléchir, quoi. Dans les grandes villes, effectivement, il y a plus de brassage et les journalistes, étant parisiens dans la majorité, ont cette vue des quartiers qu'ils ne connaissent pas du tout, quoi. Il manque quand même des journalistes, parce qu'au moins comme ça on peut dire ce qu'on veut dire, quoi. Qu'on pense. Voilà, qu'on pense des choses qui nous coûtent le monde quand même parler. Voilà, parce que voilà. bon, Oui, des oui. fois on parle les paroles vides, c'est pas bon les paroles vides. Et comment ils parlent des quartiers populaires, les journalistes? Vous parlez les choses bien.
Ouais, mais, oui, Des choses il y a justes. des choses que Des c'est choses vrai, justes, c'est non, vrai, il y a des choses que justes, c'est vous vrai, parlez. ouais. C'est des choses justes. Vous pensez que les journalistes comprennent bien la notion de banlieue, de quartier? Pas du tout, non. En partie, ouais. Mais après, vraiment, ce qui se passe dans les quartiers, si on n'y est pas dedans, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe. S'il y a une incompréhension entre journalistes et quartier populaire, je dirais que déjà, il n'y a pas une communication. Les journalistes ne font pas de l'investigation, ils font du reportage sensationnel, c'est tout. Ils ont rajouté une couche, ils n'ont jamais vécu dans un quartier, donc ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils écoutent les soi-disant dit, alors qu'il n'y a rien de tout ça dans les quartiers. Est-ce que vous pensez que les journalistes ont une bonne notion des banlieues? Oui, parce qu'avec tout ce qu'on entend, c'est vrai. Oui, on entend bien des choses qu'ils ont raison la plupart. Ils ont raison. On va nous parler de la criminalité, on va nous parler des zones défavorisées, mais jamais on va vraiment dire allez, on va dans les quartiers populaires, faire un papier, faire un truc parce qu'il se passe quelque chose de bien, quelque chose de positif et Et à l'arrivée, voilà, ça sert pas beaucoup en fait. Merci beaucoup pour ce reportage, ce micro-trottoir, on va dire, chez nous, en langage de reportage télévision, mais qui dit bien des choses fortes, je crois, sur lesquelles nous allons revenir. Alors, je voudrais demander aux participants à la première table ronde de venir me rejoindre. Ici, Mustapha Kessous, qui est là, journaliste au Monde. Erwan Ruti. Ah, mais ils sont tous très bien, ils sont rangés sur le côté. Benoît Califano et Jérôme Berthaud. Voilà, donc la règle du jeu vous a été donnée tout à l'heure par Acli. Imaginons que c'est une grande table ronde ici, mais pas seulement une petite avec 5 personnes autour de ce lieu. Donc on va faire un premier tour de la petite table ronde et puis ensuite très vite on vous donnera la parole pour qu'il y ait échange, débat, questionnement, avis qui s'expriment. On l'a dit aussi, non seulement dans la salle, mais éventuellement sur les réseaux sociaux que Kaina TV gère avec notre ami Mourad, qui me fait des grands signes dès que des questions arrivent sur Internet. Je vais vous présenter nos différents intervenants au fur et à mesure qu'ils vont eux-mêmes intervenir. Mustapha Kessous. Certains disent c'est l'arabe de service au Monde. On verra pourquoi. On verra ça, si c'est ça juste. commence bien, j'ai bien fait de venir. Ça commence bien. Journaliste au Monde, qui a traité en particulier les émeutes de 2005-2007, qui a réalisé un film sur les Français d'origine contrôlée pour France 2 et qui a parlé d'apartheid mental. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, apartheid mental, quand on parle des cités, quand on parle de toutes ces questions qui ont été exposées déjà depuis tout à l'heure dans ce film? Première question, en tout cas, selon toi. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très surpris de ton attaque. Je la trouve un peu insultante, en fait. Je viens en tant que journaliste, j'ai 35 ans, je suis père de famille. Me faire abaisser en public comme ça, je trouve pas ça très sympa, en fait. Ça me donne pas envie de débattre. Je veux dire, j'ai l'impression d'avoir été piégé. Non, on peut pas m'attaquer, on peut pas rentrer de jeu en me disant tiens, c'est l'arabe de service. Ça veut dire quoi? Non, j'ai pas dit. Excuse-moi, il faut me faire une petite tu m'as dit mise au point. certains pensent que tu es l'arabe de service, mais qui pense ça? Je veux dire, alors, pardon pour cette maladresse, mais sincèrement, alors on est là pour dénoncer des choses et vous me jetez à la gueule ses propres préjugés. Non, je suis désolé, c'est pas drôle, c'est pas fin.
Non, c'était pas, ça ne voulait pas être une plaisanterie. Je voulais reprendre un certain nombre de choses qui ont été écrites, par toi en particulier, que j'ai relevées dans tes écrits. Mais pardon si tu l'as interprété de cette façon-là. Je vous prie également de m'en excuser. Ce n'était pas du tout mon intention. J'avais relevé un écrit où tu disais que je pensais que ma qualité de journaliste, en arrivant au Monde, allait enfin me préserver de mes principaux défauts, entre guillemets, être un arabe, avoir la peau trop basanée et être un musulman. Mais partout, les préjugés sont poisseux. Voilà, c'est partant de cet écrit que j'ai prononcé. Je comprends bien, mais je veux dire, c'est difficile d'entrer en matière sur ce sujet-là avec un écrit que personne ne connaît. Je veux dire, en ce cas-là, il faut réexpliquer l'historique de mes propos. Je pense que pour l'audience, elle est perdue, et moi aussi, je suis perdu. Je ne sais pas quoi vous répondre. Donc, bon, alors, je tourne la page. Il n'y a pas de souci, moi, Merci. Je suis pour le débat, mais il faut dire les choses quand elles sont. Bon. Alors, c'est ma part de féminité, parce que comme beaucoup, on dit que c'était trop masculin, donc... Alors, voilà, exactement. Donc, je parlais d'apartheid mental dans un papier où, en fait, je racontais un peu ce que c'était d'être un journaliste dans un média aussi prestigieux et puissant que Le Monde quand on est arabe. Pour moi, c'est pas une insulte de dire qu'on est arabe. C'est pas gênant. Et en fait, je racontais effectivement que plusieurs anecdotes. Comme par exemple, au Tour de France, j'en ai couvert 3 et certains pensaient que j'étais le chauffeur et non pas celui qui allait couvrir l'événement. Quand j'étais au service société, il m'est arrivé de couvrir plusieurs procès. Et quand j'arrivais dans les tribunaux, généralement, on croyait que j'étais le prévenu. Donc voilà. Et en fait, si vous voulez... Moi, j'ai du mal avec le concept de plafond de verre. Pourquoi j'ai du mal? Parce qu'en fait, le verre, ça se casse facilement. En fait, plus vous montez dans la société, entre guillemets, je suis désolé, mais plus vous montez dans l'échelle sociale, j'estime que quand vous arrivez au Monde, quand même, c'est quand même le top de la presse écrite. On ne va pas se le cacher. Et c'est pas prétentieux de dire ça. Mais effectivement, plus vous montez, plus vous voyez que ça devient difficile. Vous apercevez que finalement, les préjugés que vous avez eu l'habitude d'entendre quand vous aviez 20 ans, quand vous n'étiez même pas journaliste, vous les entendez résonner même parfois dans les couloirs du journal ou dans d'autres rédactions, et vous dites, tiens, mais c'est étrange. Et puis, parfois, vous avez l'impression que votre carrière n'arrivera pas à avancer parce que vous êtes coincé par votre apparence physique qui projette énormément de fantasmes. Moi, je préfère utiliser l'expression du plafond en plexiglas, parce que le plexiglas, ça reste toujours transparent, mais c'est quasiment impossible à casser. Et pour moi, on en est là encore aujourd'hui. Pour moi, c'est le plafond en plexiglas qu'il faut arriver à casser. Et moi, je suis quelqu'un de réaliste et très peu optimiste. Je ne sais pas comment briser ce plafond en plexiglas. Alors, on a fait des films, on a fait des écrits, et j'ai l'impression que depuis 30-40 ans, il faut toujours répéter les mêmes choses, perpétuellement. Alors au niveau de la presse écrite, c'est la même chose. Lorsqu'on traite les banlieues, moi qui ai couvert les émeutes de 2005 et de 2007 pour le journal, j'entendais toujours les mêmes revendications du côté des personnes qui pouvaient vivre dans les cités où j'ai pu aller. Et quand je travaillais mes reportages, et je regardais je regardais dans les archives, soit du journal, soit dans les JT, etc., on s'apercevait qu'il y a déjà 20 ans, avant que moi je vienne dans cette cité, ceux d'il y avait 20 ans disaient exactement la même chose. Alors je me dis, mais l'histoire, elle a bugué où? Elle a bugué. C'est ce que je peux vous dire, c'est le constat que je peux vous faire. Et je pense que je vais laisser la parole, parce que je n'ai pas envie de la monopoliser, mais je pense qu'on arrivera sur... Je pense comprendre pourquoi parfois il y a cette incompréhension entre les médias et les habitants de certains quartiers. Mais ce que je peux vous dire, c'est dommage parce qu'on a perdu 30 ans et je pense qu'aujourd'hui, on serait dans une autre société si on avait déjà compris comment vivaient ces personnes-là. Je veux juste vous donner un exemple.
Et l'année dernière, on a fêté les 30 ans de la marche pour l'égalité. J'ai fait un film pour France 2 l'année dernière où on raconte tout ça. Et en fait, il y a quelque chose d'intéressant qui est très souvent revenu, c'est la manière dont la presse à l'époque avait décrit cette marche pour l'égalité. Les gens arrivent, ils partent de Marseille, ils veulent dénoncer les bavures. Ils arrivent à Paris, ils sont 100 000. Ils étaient partis à une dizaine de personnes. Ils arrivent à Paris, il y a une foule immense qui les accueille, qui vient de leur dire, mais finalement, vous, cette nouvelle jeunesse française, vous qui êtes colorés, bigarrés, ben vous êtes comme nous, vous êtes aussi français, c'est super. Alors tout le monde s'embrasse, tout le monde s'aime. Et puis le lendemain, dans la presse, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que la marche pour l'égalité s'est transformée en marche des beurs. Voilà. Pour moi, c'est le début de l'incompréhension et du communautarisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont marché dans la rue pour vous dire, regardez, nous aussi, on croit aux valeurs de la République, même si on n'est pas français, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas tous français. Même si, voilà, on est comme vous. Les gens ont dit, OK, vous êtes avec nous. Et la presse, elle les définit par leur apparence physique en verlan, s'il vous plaît. Ben voilà. Comment voulez-vous rattraper cette incompréhension 30 ans plus tard? Merci, Mustapha. Voilà un des grands problèmes qui est posé. On va évidemment y revenir. Erwan Routy, 17 ans de travail dans les médias de banlieue. Le breton de service. Breton de service. Oui, mais la précision méritait d'être donnée. Je n'ai pas trouvé de citation de Breton à propos de ça dans ce que j'ai lu de toi. Par contre, j'ai lu que tu travailles au journal officiel des banlieues, le JOB, presse est cité, réseau de médias de banlieue, je l'ai dit, et j'ai lu que la fracture urbaine, à la fracture urbaine, s'ajoute une fracture médiatique alimentant les phénomènes d'exclusion. Donc, au fond, non seulement on donne une mauvaise image, mais ça renforce encore la mauvaise image qui est perçue par le grand public. Et sur ce plan, alors, on a vu pour un grand média, en tout cas pour un journaliste de grand média, comment les choses étaient perçues. Comment est-ce que les choses sont perçues quand on est un journaliste de proximité dans ces cités? Alors, d'une certaine manière, comment nous on les perçoit, c'est pas le plus grave. D'une certaine manière, le plus grave, c'est comment les habitants perçoivent les choses. Nous, dans nos rédactions, travaillent beaucoup de gens qui sont issus de ces quartiers-là et qui, effectivement, ont essayé de percer le plafond de verre, de plexiglas, de béton, enfin, ça dépend des jours. Enfin, ils sont souvent mal au crâne à l'arrivée. Et c'est assez souvent, il se trouve que ces gens qui sont issus des quartiers et qui parfois ont fait des écoles de journalisme ou parfois n'en ont pas fait mais néanmoins ont des capacités réelles dans la production de vidéos, l'écriture, la photographie, etc. Ces gens-là, assez souvent, évidemment, n'ont pas spécialement envie de travailler pour des médias, des petits médias, y compris comme le nôtre, comme Presse et Cité, parce que ce qui les intéresse, c'est de pouvoir faire partie de la cour des grands, comme Mustapha. Et assez souvent, on ne leur permet pas d'accéder à ces médias-là, parce que, très simplement, il y a peu de place, beaucoup de postulants. Et évidemment, plus on est loin, géographiquement et culturellement, de la manière dont les responsables de ces médias se définissent, moins on a de chances d'accéder à ces médias grand public. C'est-à-dire qu'il y a une certaine homogénéité de la part dans les rédactions et un recrutement dans ces rédactions qui fait que des gens qui viennent de quartiers périphériques, lointains, de gens qui ne correspondent pas tout à fait à la culture dominante des responsables de presse. Ces gens-là ont quand même beaucoup moins de chances de bien s'entendre avec les gens qui font le recrutement, les responsables de presse, sachant que, grosso modo, je crois que tu peut-être me contrediras, mais on est à peu près 75% des gens qui travaillent dans la presse qui n'ont pas fait d'études de journalisme, pas fait d'école de journalisme. Donc ça veut dire qu'il y a un recrutement très libéralisé, on va dire, au petit bonheur la chance dans ces milieux-là. Et du coup, finalement, visiblement, ne finissent par accéder à ces grands médias que des gens qui s'entendent très bien
avec l'idéologie dominante, on va dire, pour faire vite. Et plus vous en êtes éloigné culturellement de cette idéologie dominante, moins vous avez de chances d'accéder au poste de pouvoir de la presse. Et du coup, à l'arrivée, effectivement, on a dans les conférences de rédaction, dans les salles de rédaction, certaines habitudes de pensée qui font que certains sujets vont arriver sur la table et d'autres ne vont jamais y arriver. Ou alors, ils n'y vont y arriver que par effraction. C'est-à-dire que quand il y a un événement extraordinaire qui se produit. Classiquement, tous les journalistes qui ont fait des études ou qui travaillent dans la presse grand public disent toujours oui, mais c'est normal que, quels que soient les sujets, on ne parle que des trains qui arrivent en retard. Ça, c'est le lieu commun de la profession. Or, il se trouve que c'est pas tout à fait vrai. On peut assez souvent parler de trains qui arrivent à l'heure dans la presse, mais pourvu que le train en question arrive devant la fenêtre du journaliste. C'est juste ça la différence. C'est-à-dire qu'un journaliste va avoir une capacité à parler de choses qui finalement paraîtraient totalement inintéressantes pour le commun des mortels, et à rendre cette chose intéressante parce qu'il a l'habitude de la voir devant chez lui. Et donc, il va arriver à trouver le détail qui va rendre le truc super intéressant. Moi, j'ai lu dans Le Monde, ça fait un petit moment, mais pas que dans Le Monde, ça se lit à droite à gauche, mais je me souviens d'une page entière qui avait été faite dans le journal du Monde. Alors, je ne sais pas combien fait de signes, une page dans Le Monde, 9500 signes, bon, c'est beaucoup, une page entière du Monde, d'une journaliste qui racontait comment elle avait perdu son ordinateur portable, oublié à Paris sur un Vélib, donc un truc de bobo absolu. Et elle racontait comment 2 personnes l'avaient recontactée le lendemain. Elle était en panique parce qu'il y avait tous ses contacts dans son ordinateur, etc. Et 2 personnes la recontactent, des gens adorables. Bon, elle est décrite un peu alcoolique, chômeur, etc., etc. Mais ces gens-là sont franchement des gens formidables et ils m'ont raconté leur vie et ils m'ont rapporté mon ordinateur et elle a fait une page entière dans Le Monde. Voilà. Alors ça, c'est un événement totalement anodin, mais vraiment qui n'a aucun sens pour qui que ce soit. Mais quand on est journaliste, on sait raconter ces événements qui vous concernent vous. C'est le train qui arrive devant votre porte tout à fait à l'heure. Mais finalement, on va arriver à donner un relief extraordinaire. Et l'article était très bien écrit et le truc était vachement... Enfin voilà, c'était bien pensé, bien écrit, tout ça. Mais ça n'avait franchement aucun intérêt. Ça n'est jamais le cas dans les quartiers. Combien d'événements qui seraient aussi intéressants, voire beaucoup plus, qui se passent dans des territoires un peu reculés, loin des salles de rédaction, peuvent avoir accès à une page entière du Monde pour raconter ce genre de choses. C'est juste impossible. Et vraiment, pour avoir... alors, Le Monde, c'est un cas un peu caricatural. Et je trouve que Le Monde, pour le coup, je lis assez régulièrement. Et je trouve que, y compris sur la question des quartiers, ils ont un traitement qui me paraît relativement satisfaisant. Ils ont eu des prix pour ça, d'ailleurs, à une époque, etc. Bon, le problème se pose très souvent, et le reportage le prouve bien, le problème se pose avec la télé, et c'est ça qui impacte les imaginaires. Vous pouvez avoir... Moi, j'étais aussi, comme Moustapha, après les émeutes de 2005, déjà dans ce métier-là. Et la vérité, vous avez des dizaines de sociologues, des dizaines de chercheurs, des dizaines d'acteurs de terrain qui se sont prononcés sur le comment, le pourquoi des émeutes, etc., etc. Mais vous pouvez avoir des trucs les plus longs possibles, les plus intéressants possibles. Si vous avez 30 secondes de voitures qui crament, ou 15 secondes de voitures qui crament à la télé, vous oublierez tout de ce que raconte le sociologue, le chercheur, etc., parce que votre cerveau est impacté par l'image qui frappe, et non pas par le discours sophistiqué. Merci, on va l'interroger, d'ailleurs le sociologue, pas tout de suite, mais dans quelques instants. Je vais d'abord me tourner vers Benoît Califano. Benoît Califano, qui est journaliste, qui a été collaborateur de France Inter, de France Télévisions, et qui dirige l'école de journalisme ici à Montpellier, le SJ Pro, et qui a une vision de proximité, je dirais, de la pagade, puisqu'il travaille aussi avec Kaina TV. Donc, on a évoqué le rôle, évidemment, primordial des journalistes dans le traitement de l'information au sens large, et pas seulement des dysfonctionnements, peut-être, mais de ces quartiers. D'où vient le recrutement des journalistes? Quels sont les efforts qui sont faits par les écoles de journalistes pour essayer d'équilibrer l'origine, si c'est possible, et est-ce que c'est possible, l'origine sociale des journalistes, ainsi que faire en sorte que ce ne soit pas toujours, suivant le terme que je reprends, l'idéologie dominante qui tienne le haut du pavé?
Alors oui, pour ce que disait Erwan tout à l'heure, la composition des rédactions joue évidemment beaucoup dans la manière dont sont abordées ces questions-là. Alors je rectifie, je crois qu'on estime plutôt un tiers des journalistes. 22% issus d'une école agréée, 25% au total. D'accord. Moi j'étais plutôt à 30%, mais bon, 5% près. Et pour faire une école reconnue, qui est un parcours long et compliqué, grosso modo pour Lille, par exemple, qui est l'une des écoles de référence en France, il faut passer un concours à Bac plus 3, Bac plus 4, un concours extrêmement sélectif, généralement réussi par des gens qui ont pu se préparer et suivre une prépa pour ça. Quand ils arrivent à l'école, les frais de scolarité sont autour de 4 000 € l'année. Ça dure 2 ans. Et sur un métier comme celui de journaliste, on n'est pas garanti d'avoir un boulot très stable à l'arrivée. Donc, de toute manière, le fait que ça soit un parcours compliqué, long, difficile, sur lequel il faut se préparer, fait qu'il y a une sélection qui fait qu'à l'arrivée, dans ces écoles, il y a finalement assez peu de jeunes de milieux populaires. Très, très peu même. Ça, c'est un vrai problème. Par ailleurs, un autre élément, mais je ne vais pas rentrer dans la cuisine, mais il y a également un concours qui est très sélectif et qui est aussi sélectif sur l'anglais. Et on a vu comment l'anglais était extrêmement socialement discriminant, mais peut-être qu'on pourra, le sociologue a des choses à nous raconter là-dessus, je ne suis pas sûr. Voilà. Grosso modo, quand on est un fils de bonne famille et qu'on se prépare effectivement à un avenir professionnel, on va passer quelques séjours linguistiques aux États-Unis et en Angleterre pour pouvoir être parfaitement bilingue. Voilà. Sur ce constat-là, les médias et les écoles ont dit comment on peut changer les choses. Comment on peut bouger, comment on peut faire en sorte qu'il y ait un peu plus de diversité. Il y a eu une demande des médias il y a une dizaine d'années, une prise de conscience, et il y a eu une volonté de certaines écoles de changer les choses, en se disant plus il y aura de diversité dans les rédactions, et peut-être plus il y aura de regards pluriels, et donc peut-être que le traitement de certaines questions seront différents. Alors, il y a eu des initiatives à droite, d'autres maladroites. La première impulsion, notamment des médias et notamment des médias de service public, a été d'essayer de recruter sur des critères qu'on appelait pudiquement ethnoculturels. C'est-à-dire que grosso modo, peu importer, la question elle n'était pas sociale, la question elle était liée à une origine. Et donc du coup, on pouvait être un fils de patron d'entreprise dans les Hauts-de-Seine et pouvoir bénéficier de ce type de dispositif de recrutement spécifique. Et donc les choses ont vite changé et très très vite, on s'est rendu compte que c'était une voie qui était dangereuse et pas très intéressante. Et donc, on a décidé de lancer une série de recrutements de jeunes sur des critères sociaux. Voilà. Et donc, des médias de service public, France Télévisions, Radio France, nous ont sollicité en disant on veut recruter des jeunes de milieux défavorisés, des jeunes boursiers de bon niveau, et que vous allez former avec nous et qu'on va accompagner vers la professionnalisation. C'est un travail qu'on mène depuis plusieurs années, via l'alternance, par exemple, et ça marche plutôt très bien. Et via, par exemple, avec l'ESJ, un système qu'on a appelé la prépa égalité des chances. Chaque année, on choisit une vingtaine de jeunes et on les amène vers les concours des écoles de journalisme. Bien sûr, on n'est pas en train de révolutionner la composition des rédactions, mais les choses sont en train de changer avec quand même une double question qui se pose, c'est qu'avant, là on a posé la question du recrutement des journalistes et donc du recrutement des écoles. Mais peut-être que si on se situe en amont, ça pose un autre problème, c'est la question du déterminisme social. C'est-à-dire que moi, je vois des jeunes qui candidatent chez nous ou des jeunes qu'on va chercher et qu'on motive pour qu'ils deviennent journalistes en leur disant, bon voilà, on a des voies d'accès et on peut t'accompagner pour devenir journaliste. La difficulté, c'est de se sentir autorisé à embrasser un tel métier. C'est se dire, est-ce que c'est un métier pour moi ? Est-ce que je suis légitime ? C'est ce que j'appelle aussi
le complexe de l'imposture. Et c'est un travail qu'on mène, nous, à l'école, avec une partie de ces jeunes. C'est pendant 2 ans, pendant leur scolarité, c'est aussi les convaincre qu'ils ont toute leur place. Et c'est pas gagné. Et par ailleurs, souvent, des jeunes qui arrivent jusqu'à nous disent au cours de ma scolarité, j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Alors des fois, ils ont pris des parcours qui étaient des parcours un peu atypiques, hein, et on leur dit mais pourquoi tu as pris tel parcours pour arriver jusqu'à nous? Ils disaient parce que très longtemps, on m'a dit que de toute façon, c'était pas un métier pour moi. Et à l'école, on m'a parfois dit c'est pas un métier pour moi. Et les conseillers d'orientation leur ont dit c'est pas un métier pour eux. Comme si c'était un métier qui n'était pas autorisé pour ça. Et par ailleurs, est-ce que c'est un métier est-ce que c'est un métier très sécure? C'est-à-dire, est-ce que le rapport entre l'investissement et le résultat professionnel, est-ce qu'il est si garanti que ça? Il n'est pas tellement garanti. Pour un père et une mère de famille qui ont envie d'investir dans les études de leur enfant et d'accompagner leur enfant le plus loin dans un parcours professionnel, peut-être qu'ils peuvent rêver qu'ils soient ingénieurs, avocats, médecins, journalistes. C'est quand même pas une voie très très rassurante. Voilà. Après, dernière chose, après je laisse la parole. Après, je me situe en aval de l'école, c'est-à-dire quand ces jeunes arrivent dans les rédactions. Et là, se pose aussi la question de la manière dont ils vont gérer leur parcours professionnel dans la rédaction et la manière dont ils vont, avec finalement leur spécificité, leur regard, leur particularité, leur diversité, comment ils vont l'investir dans le travail. Et le piège principal, et ça aussi c'est compliqué, c'est effectivement que ces journalistes, avec leur spécificité, soient affectés justement aux questions de banlieue, aux questions de culture, de ramadan, voilà. Et finalement, professionnellement, peut-être qu'une fois qu'ils sont rentrés et qu'ils ont mis un pied dans la rédaction, peut-être que c'est plus leur spécificité qui nous intéresse, mais au contraire, peut-être qu'ils peuvent réclamer le droit à l'indifférence. Et c'est là que ce sera gagné. C'est là que ce sera gagné. Merci Benoît. Jérôme Berthaud, sociologue, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, et il est en particulier l'auteur d'un livre qui s'appelle « La banlieue du 20h », qui est une plongée dans la rédaction de France 2, une plongée longue, hein, qui a permis d'aller des prémices du commencement de la décision d'un sujet jusqu'à sa réalisation, de voir comment les choses étaient gérées de ce point de vue. Alors évidemment, on a envie de dire, est-ce que c'est possible au fond? Est-ce que finalement ce recrutement dont vient de parler Benoît Califano peut changer les choses? Ou est-ce qu'il n'y a pas une espèce de machine, de carcan, de système au fond, dans la production de l'information, qui ramène, quels que soient les individus et quelle que soit leur formation et leur origine, aussi à des stéréotypes de traitement de l'information? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces jeunes gens qui ont été sélectionnés d'une manière ou d'une autre avec des critères plus ou moins euphémisés parce que issus des quartiers populaires ou issus de l'immigration, issus de la diversité. Il y a toute une série de vocables différents dans les rédactions et dans les écoles pour les choisir. Et les jeunes qui sont peut-être passés chez vous, moi je les ai retrouvés à France 2, donc pour juste situer, entre 2003 et 2007, j'ai fait des observations régulières dans la rédaction de France 2, justement pour suivre un peu toutes les étapes de la production des reportages, du moment où le sujet est évoqué et jusqu'à la discussion en conférence de rédaction, le tournage sur le terrain, le montage et enfin la diffusion. Et ce qui est flagrant en fait quand on les retrouve dans la chaîne, c'est effectivement cette question de trouver sa place dans la chaîne. Il faut savoir que quand on rentre dans une chaîne, on est d'abord affecté dans un journal quel qu'il soit, dans une rédaction quelle qu'elle soit, on est déjà affecté à un service
faits divers, politique, culture, etc. Et tout service à des normes, des modèles de production. Et ces apprentis journalistes, parce que ce sont encore des apprentis journalistes quand ils sortent d'école, eh ben, ils sont enjoints à incorporer, intérioriser ces façons de faire. Ce qui est flagrant quand on va dans des grandes rédactions comme France 2, alors je ne sais pas comment ça fonctionne au monde, c'est qu'en fait les journalistes de terrain, les reporters n'ont pas beaucoup leur mot à dire sur la définition des sujets. Très souvent, ils font des propositions de sujets, mais en fait, ensuite, la décision des sujets qui sont réalisés se fait en conférence de rédaction. Et quand on assiste aux conférences de rédaction, ce qui est flagrant, c'est de voir qu'il n'y a que des chefs. Il n'y a que des chefs de service, politiques, faits divers, etc. Et les présentateurs et rédacteurs en chef du JT. Les reporters vont très peu dans les conférences de rédaction. Leur présence n'est pas interdite, mais ils n'ont pas vraiment la parole, en fait. Donc ce sont des chefs de service qui vont relayer leurs propositions. Elles vont être discutées entre chefs et elles vont redescendre dans le service. Et souvent, elles sont assez modifiées par rapport à la proposition qui a été faite au départ. Et en fait, c'est les jeunes dont vous parlez qui peuvent effectivement, de par leur vécu, avoir eu une autre expérience du quartier populaire que leurs camarades de rédaction qui viennent des plutôt classes supérieures. Et c'est l'essentiel du recrutement des journalistes dans les grandes rédactions nationales. Ce dont se rendent compte très vite ces jeunes issus des quartiers populaires, c'est qu'en fait, ils vont avoir très peu de prise, très peu de poids sur la définition des sujets, et que vous parliez du coût d'entrer dans une rédaction. Il faut savoir que pour rentrer à France 2, ça ne va être que quelques-uns d'une petite promo qui déjà est elle-même issue d'une sélection qui a été très drastique. Et la question va être de savoir, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'aille au conflit avec des chefs de service et des rédacteurs en chef, et y compris des collègues, parce que vous avez toute une série de gens pour défendre dans les rédactions des manières de représenter les quartiers populaires tels qu'on on les voit tous les jours à l'écran. Et donc, on demande à ces apprentis journalistes, quelque part, d'aller au conflit, de faire valoir d'autres manières de présenter les quartiers populaires. Et le risque derrière tout ça, c'est d'être étiqueté soit comme précisément le jeune qui va être là pour apporter une vision différente des quartiers populaires, mais ça va être un rôle très précis dans la rédaction auquel on risque d'être cantonné durablement. Or, comme vous l'avez très bien dit, quand on rentre dans une rédaction et qu'on veut être journaliste, c'est pas forcément pour devenir le spécialiste banlieue, c'est même rarement ça. Et si on veut devenir un grand reporter de guerre, journaliste sportif, journaliste culture, etc., est-ce que vraiment le coût à payer est pas trop lourd immédiatement de commencer à rentrer en conflit? Il faut aussi avoir le cran de dire à un rédacteur en chef, à David Pujadas par exemple, non, la proposition de sujet que vous faites, c'est pas conforme à la vie dans les quartiers populaires. Et donc voilà, c'est quelque part des défis que doivent relever ces jeunes qui sont très durs à relever. Et bien souvent, ceux qui décident effectivement de contester les définitions des chefs et des collègues de reportage sur le quartier populaire, le payent cher, parce que soit ils sont relégués dans ce qu'on pourrait appeler une niche thématique, soit très souvent leur contrat va pas forcément être renouvelé, ou ils vont se retrouver à Télématin, etc. Enfin, il y a tout un processus comme ça de tri. Il y a peut-être beaucoup de gens qui regardent Télématin, qui apprécient Télématin, mais dans la hiérarchie professionnelle des journalistes, c'est pas forcément l'édition la plus prestigieuse, et donc c'est valable aussi pour ces jeunes journalistes. Et inversement, certains jeunes journalistes vont choisir, au moins momentanément, de dire bon, je fais le job. Après tout, l'essentiel, c'est de sortir de cette position et d'accéder à une autre rubrique. Il ne faut pas non plus oublier que, précisément, le fait d'arriver dans une rédaction comme France 2, de réussir ses concours, c'est le fruit d'un processus de socialisation par les études qui vous fait précisément, progressivement, vous rapprocher dans la perception que vous avez du monde des milieux dominants. C'est-à-dire que ces jeunes ont vécu c'est un peu les processus que connaissent les transfuges sociaux, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes être transformés par les études, ils vont traverser des milieux sociaux qui vont aussi transformer leur manière de voir le monde et la manière qu'ils avaient de regarder leur quartier d'origine aussi. Donc parfois, on peut aussi trouver chez ces jeunes les plus zélés défenseurs des formats qu'on peut par ailleurs, nous tous ici, éventuellement critiquer. Voilà, j'ai fait un peu long, mais... Benoît Califano, c'est un peu désespérant, non ? Finalement,
à quoi ça sert de tous ces efforts si, à l'arrivée, on retrouve les mêmes stéréotypes? Alors moi, je ne suis pas désespéré parce que là, on a pris l'exemple de France 2. Mais heureusement, il n'y a pas que David Pujadas dans la vie, je vous rassure. Et il n'y a pas que le journal télévisé de France 2. Non, le travail qu'on mène, par exemple, avec Radio France ou avec France Télévisions, il se fait aussi dans les rédactions locales où les choses sont un peu plus souples et où, effectivement, on peut jouer. Je vous donne un exemple d'un ancien étudiant qui était chez nous, qui s'appelle Saïd Makloufi. Pour les Gardois qui sont peut-être dans la salle, ils l'entendent de temps en temps parce qu'il est aujourd'hui pour Radio France correspondant à Florac. Et je trouve ça très intéressant. Alors, il ne travaille pas sur les banlieues, mais que Saïd, qui est arrivé chez nous, qui était sur un parcours très, très atypique, et qui a mis un certain temps, effectivement, à comprendre la manière dont on attendait qu'il travaille et qu'il soit aujourd'hui effectivement le correspondant de Radio France à Florac, me paraît être aussi une belle manière d'avoir fait avancer les choses. Alors, évidemment, ça ne règle pas la question du traitement médiatique des quartiers. Mais ça permet... D'abord, ça permet de casser quelques représentations. Et moi, ce qui m'importe aussi, quand il y a des réussites comme ça de jeunes et que ces réussites sont visibles, ça permet à d'autres de dire « Ah tiens, Saïd, il y est arrivé, peut-être que c'est possible, moi je vais essayer ». Alors, la question est aussi de savoir si ça, c'est pas extrêmement lent et s'il ne va pas falloir des années et des années, des dizaines d'années pour parvenir à inverser les tendances. Peut-être on y reviendra après. Que faire? Comment on va faire pour essayer de faire avancer plus vite? Je voudrais me tourner, chose promise, chose due, vers la salle pour demander si déjà des questions ou des avis se manifestent. Il y a des micros qui vous sont proposés. Mourad a déjà des interventions. En effet, une question qui nous vient de nos internautes, qui pose le problème d'une certaine manière et qui s'adresse notamment aux deux journalistes que nous avons, principalement Moustapha Kessous et Erwan Ruti. La banlieue, les quartiers populaires, les jeunes issus de l'immigration, ne sont-ils pas des sujets qui intéressent les médias traditionnels essentiellement pour faire du buzz, de l'info sensationnelle? Très rares sont les médias qui osent mettre en lumière les réussites et les efforts de ces jeunes issus de ces quartiers. Pourquoi et comment changer ce regard? Alors, Erwan? On a jusqu'à quelle heure de demain matin là, pour répondre à cette question? Alors, non, on va être dedans, Franchement, alors comment faire? On y viendra peut-être un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est parfois des sujets qui font vendre. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ça fait vendre sur certains sujets. Alors, dans la presse écrite, il y a assez souvent, dans la presse hebdomadaire, par exemple, des sujets qui reviennent un peu en boucle. L'islam et tout ça, actuellement ça marche bien. Si on veut relancer des ventes, ça marche assez bien. Évidemment, les voitures qui brûlent dans la presse télévisée, ça marche pas mal aussi. Enfin bon, on va pas égrener tous les sujets qui marchent, mais c'est vrai que nous, on a eu des expériences multiples de tentatives de collaboration avec des médias grand public. Parce que notre but n'est pas de rester dans les quartiers et de travailler qu'avec les quartiers, sur les quartiers, avec des gens des quartiers. On essaye au maximum de créer des partenariats avec des médias grand public. Et c'est vrai que la manière de angler le sujet, comme on dit dans le métier, peut avoir une incidence sur est-ce qu'on va faire un traitement relativement neutre ou pas du tout. Et nous, on a été confrontés pour la presse hebdomadaire, par exemple, à des exemples, enfin à des cas assez criants, où de toute évidence la volonté de vendre était un petit peu plus importante que la volonté de raconter la vérité ou la réalité dans sa complexité. On choisit un angle pour vendre. J'ai un sujet en tête là, qui me vient à l'esprit il y a quelques années, d'un grand hebdomadaire qui nous demandait d'aller voir un certain nombre de profs pour savoir quand est-ce qu'il y avait des dérapages dans les classes sur des questions liées à la Shoah, etc. Donc faites-nous un article assez long sur ces classes, ces professeurs qui n'arrivent pas à traiter de ces sujets-là. Donc bon, c'est un vrai sujet, mais
on s'est permis parce que c'est un journal qui était assez coutumier de ce genre de trucs, on s'est permis, on est l'outrecuidance de demander est-ce qu'on pouvait avoir éventuellement dans soit un encadré, donc une petite partie de l'article sur les profs qui arrivent à résoudre d'éventuels problèmes qui sont posés sur ces thématiques-là. Parce qu'on en connaît un certain nombre aussi. Ou alors, on leur demandait aussi si il s'avère que sur le sondage qu'on fait, qui sera le plus large possible, on s'aperçoit que en fait, ces cas ne sont que très minoritaires. Est-ce qu'on pourra le dire quand même quelque part, etc., etc. Et c'était hors de question. C'était hors de question de dire que non seulement d'avoir un encadré pour dire voilà, vous intéressez un petit peu aux profs qui arrivent à résoudre ces situations et qui sont très nombreux et qui sont les plus nombreux, ou de dire d'essayer de relativiser les choses. C'était voilà, le débat a duré quelques jours, ce qui est déjà pas mal, d'échanges entre la commanditaire et nous, et puis à la fin, on est parti sans rien faire et ils se sont débrouillés sans nous. Donc il y a de toute évidence une certaine volonté de traiter certains sujets avec certains angles très précis qui parfois peuvent effectivement relever de la... Voilà, c'est une information biaisée, d'un regard biaisé sur la réalité. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut jamais parler des problèmes, je dis qu'il faut parfois savoir aussi mettre en avant des expériences qui sont un peu plus complexes que ce qu'on pense. Merci Moustapha Kessous. Je pense que nous avons... Vous m'entendez ? Je pense que nous avons pris l'habitude en fait, de couvrir les banlieues lorsqu'il y a des incidents assez exceptionnels, comme les émeutes, comme d'autres choses. Je pense que en 2005, après Clichy-sous-Bois, les 3 semaines et demie d'émeutes que nous avons connues, je pense que les rédactions ont pris conscience que peut-être que c'était une matière à traiter comme l'économie, comme la pharmaceutique, comme la politique, comme l'étranger. C'est vrai que certaines rédactions, à ce moment-là, ont pris un ou plusieurs journalistes et qui ont été après qui ont été chargés de couvrir un peu plus en profondeur les banlieues. Je pense que essentiellement le problème c'est pas la presse écrite entre guillemets. Je pense que c'est essentiellement en fait une grosse responsabilité vient aussi de la télévision. Je pense que TF1 notamment a eu un rôle important, notamment avec ses émissions comme Le Droit de savoir qui ont pourri la banlieue. Je pense que moi je m'en cache pas. J'en ai discuté avec les responsables de l'époque d'ailleurs avec Patrick Lelay et Étienne Moujotte. Ils ne le reconnaissent pas trop, mais bon. Il faut quand même se replonger dans ces émissions où ils vous montraient les banlieues comme le Bronx. Hein. Et je pense que ça fait énormément de mal. Et effectivement, nous, quand on y va, on est directement associé à la télévision. Alors moi, par exemple, quand j'arrive en banlieue, ou quand j'arrivais, parce que je ne fais plus, et ils me disent « Elle est où ta caméra ?» Je dis « Mais c'est la presse écrite. » Ils n'ont pas notion encore de la presse écrite. Ils ne connaissent pas, hein, de toute façon... Plus beaucoup de personnes nous lisent, donc faut être. C'est dommage, hein. Mais aussi, on est aussi responsable de ça, d'une certaine manière. Donc, il n'y a plus de kiosques en plus en banlieue, donc il n'y a pas que la Poste qui est partie. Donc voilà le constat. Après, la question c'était qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'il faut avoir un traitement au long. Je pense qu'il faut aller régulièrement, il faut passer du temps, il faut gagner de la confiance. Je veux dire, c'est lorsque vous couvrez l'UMP ou le PS. Les élus ne vont pas vous balancer des confidences tout de suite. C'est la même chose dans les quartiers. Si vous êtes en charge de ça, et il faut aller dans les banlieues de Rennes, dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est, passer du temps, aller voir les associations, les élus locaux, les habitants. C'est ce qu'on appelle le travail de terrain. Et je pense qu'à ce moment, si vous faites ce travail-là, je pense que les habitants, les gens du coin vont avoir confiance, vont commencer à vous donner des choses et vous allez pouvoir vous rapprocher un tout petit peu plus de la vérité. Hein. Ça, c'est contraire au système commercial qui a été évoqué tout à l'heure. Alors, le système commercial, c'est notamment les news qui font des unes, généralement, qui contredisent leurs papiers. C'est notamment l'Express, Le Point. Et d'ailleurs, un jour, Barbier, le patron de l'Express, s'était expliqué. Hein, il avait dit, c'est vrai que nous, on fait des unes parce qu'il faut que ça choque. Voilà, il faut que ça tabasse pour qu'on ait des ventes. Mais c'est plus du journalisme, c'est du marketing. Hein. Nous, on n'est pas là pour vendre une réalité qui n'existe pas. Voilà.
Mais faire une plongée dans les cités, prendre le temps de rencontrer les gens, pas forcément avec un objectif précis, mais pour faire son travail de journaliste, au fond, c'est-à-dire découvrir la réalité telle qu'elle est, dans ses multiples facettes, etc. Ça, c'est une chose qui se fait pour certains grands médias écrits. Est-ce que ça se fait pour certains grands médias télévisuels? Beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on a plutôt le système des incursions quand il se passe quelque chose. Est-ce qu'il y a cette préoccupation? Est-ce qu'on a constaté à France 2, par exemple, cette préoccupation? Alors, très souvent, effectivement, les reporters ont très peu de temps. Ils peuvent très bien avoir un sujet le matin en conférence de rédaction à 10h. Et ils doivent trouver des dealers pour 20h le soir, ce qui est quand même un défi. Donc après, on utilise des fixeurs. Enfin, c'est toute une économie après des relations qui sont nouées avec les habitants. On pourra revenir là-dessus. Mais à côté de ça, vous avez aussi des émissions de reportage a priori au long cours, comme Envoyé spécial sur France 2. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que même quand des reporters peuvent avoir du temps, ce qui est censé être le cas en Envoyé spécial, on peut avoir des formes de traitement stéréotypés, très formatés en amont, qui vont être définis. Alors c'est le cas, vous avez peut-être suivi en fait ce qui s'est passé pour les habitants de la Villeneuve à Grenoble. En septembre 2013, vous avez Envoyé spécial qui a consacré un reportage de 26 minutes, je crois, qui s'appelait La Villeneuve, le rêve brisé, et donc qui prétendait faire le bilan de 40 ans d'existence de la Villeneuve, un an après la mort de Kevin et Sofiane, deux jeunes du quartier des Chirolles qui avaient été tués par des jeunes venant de la Villeneuve. C'est la fameuse chanson de Calogero. Et donc un an après, Envoyé spécial revient sur place, dit qu'il revient sur place et fait une enquête. Et en fait, la journaliste, elle va passer, je crois, 3 à 4 semaines. Elle fait une première session de repérage, puis ensuite elle revient 2 fois pour tourner. Donc on pourrait se dire, à l'échelle des temps de production de la télévision, c'est déjà pas mal en termes de temps d'enquête. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le thème du reportage était déjà inscrit dans le contrat de production, parce qu'en fait, il y a tout un travail de sous-traitance après aussi, c'est-à-dire c'est une boîte de production qui était sous-traitant d'Envoyé spécial, qui devait réaliser ce reportage, et que le contrat de production qui avait été signé en amont déterminait déjà le titre provisoire, c'était La Villeneuve de l'utopie au cauchemar. Donc quand vous devez réaliser un reportage qui est défini en amont, qui est cadré à ce point, on imagine bien que, quelles que soient les réalités que va trouver la reporter sur le terrain, et le temps qu'elle y passe, en fait, elle est quand même soumise par une commande, et qui est en plus basée sur un contrat, là, pour le coup, et c'est très pesant. Donc en fait, tout n'est pas une question de temps. C'est évidemment que sans temps, on ne fait rien, c'est évident. Mais après, il y a aussi la question des hiérarchies, du poids des hiérarchies dans ces grands médias, qui décide vraiment de la commande, dans quelle mesure un reporter sur le terrain peut dire « bah oui, ok, j'avais telle commande à réaliser, mais en fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, est-ce que je peux modifier l'angle du reportage, le projet ?» Et très souvent, on se rend compte que c'est assez compliqué, en fait. Question dans la salle. Monsieur, je vois mal, ou madame, je ne sais pas. Avec la barbe, c'est pas possible de confondre. Pardon, mais je voyais mal à cause de l'éclairage. Bonjour, moi je suis travailleur social sur Nîmes, en formation actuellement. J'ai fait un petit stage dans une grosse agence européenne d'audiovisuel sur Paris. J'ai participé au reportage C'est comme Caïra avec Sébastien Pérez, qui était toute une étude sociologique sur les Caïras, comment elles vivent, leurs habitudes, leur culture. On m'a proposé, dès que je suis arrivé, le premier jour de stage, vu mon apparence, un rôle de figuration dans un dealer. Sur place, direct. Donc voilà, j'ai pris mon argent. C'était pour une reconstitution d'enquête criminelle, comme par hasard. Et alors que j'étais là en tant que réalisateur-monteur. Et quand j'ai fini mon stage, j'ai proposé un reportage, vu l'actualité de Marseille à l'époque, où il y avait des meurtres toutes les semaines, toutes les 2 semaines, de faire tout un autre reportage sur les jeunes de ces banlieues de la Castellane, qui sont chirurgiens, docteurs, magistrats, professeurs. On m'a dit, ça ne se vend pas. Si tu peux rentrer une caméra à Marseille, on aimerait voir des Kalash et tout le reste. Donc, j'arrive pas à comprendre la politique aujourd'hui des médias, et ça me dérange beaucoup, alors que c'est ce que je voulais faire à la base. Merci, monsieur, pour ce témoignage. Moustapha Kessous. Moi, je vais essayer de vous répondre, mais sans langue de bois. C'est-à-dire que il aurait fallu, en ce cas-là, que quelqu'un de la télévision soit là pour vous expliquer, parce que
Moi, j'ai pas ce type de problématique. Mais je suis conscient que dans le média audiovisuel, c'est totalement différent de la presse écrite. C'est-à-dire que moi, par exemple, il m'est arrivé de discuter en conférence de rédaction d'un sujet, d'arriver sur le terrain et de voir que le sujet ne tenait plus. Je veux dire, et là, qu'est-ce qu'on fait ? On change d'angle, hein, c'est normal. En télévision, c'est pas possible. Et comme l'a expliqué le sociologue, c'est vrai que la grande différence avec la presse écrite en télévision, et notamment quand vous faites du documentaire, et vous sachiez que lorsque vous faites du documentaire, il faut que votre film, quand même, que vous allez faire, soit déjà écrit à l'avance. Alors, si vous faites un truc sur la banlieue, c'est, je vais voir Nordine, 22 ans, il tient les murs depuis 40 ans, et depuis le biberon, il vend du shit à la maternelle. Et c'est à vous d'aller trouver ce type de profil. Vous voyez bien que déjà tout est biaisé. Si effectivement il y avait une latitude dans le documentaire et dans les reportages, en laissant quand même la place au hasard du reportage, parce que quand même, le reportage c'est quand même énormément de hasard, même s'il est travaillé. Vous savez pas sur les gens sur qui vous allez tomber, ce qu'ils vont vous dire. S'il y avait cet espace-là, je pense que déjà ça casserait beaucoup. Mais je veux dire, la logique quand même de la télé, c'est l'audience. Donc si vous voulez faire de l'audience, vous faites comme enquête exclusive, toutes les 2 semaines il y a des putes. Hein. Donc ça attire. Je suis désolé, mais moi je pense qu'il ne faut pas que vous lâchiez. Si vous avez envie de faire ce travail, c'est pas parce que vous avez eu des mauvaises expériences qu'il faut lâcher. Je pense que c'est possible de faire du très bon travail, même en télévision. Il y a un phénomène qui est un phénomène singulier quand même, puisque dans les médias audiovisuels, comme ça vient d'être dit, on est pris par cet engrenage qui est fondé au fond sur faire le plus d'audience possible. Ça veut dire aussi faire le plus de rentrées financières possible avec la pub. Mais quand même, dans le service public, alors quid ? Pourquoi est-ce que dans le service public, on n'a pas un système qui permet de pouvoir changer d'angle, de pouvoir dire non, je ne peux pas faire ce reportage car ça n'est pas la réalité que je vois, etc. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Moustapha Kissous tout à l'heure, c'est qu'en fait, une des particularités de France 2, je vais parler encore de la principale chaîne de service public que je connais le mieux, c'est que en fait, c'est un service public, mais une grande partie des responsables de France 2 sont des anciens du privé. On parlait tout à l'heure du droit de savoir. David Pujadas a fait ses armes au droit de savoir. Benoît Duquesne, qui a créé Complément d'enquête, a fait ses armes au droit de savoir. Guylaine Chenu, qui co-présente Envoyé spécial, a aussi débuté non seulement à TF1, ils ont tous travaillé pour TF1, le JT, mais ils ont aussi ils ont tous fait partie de la première équipe, l'équipe fondatrice du droit de savoir. Et en fait, il y a une tradition maintenant qui s'est instaurée à France 2, c'est qu'on recrute les responsables de la rédaction dans l'audiovisuel commercial. Alors, la mode TF1 est un peu passée. On a eu maintenant plutôt la vague M6 avec Laurent Delahousse, et même maintenant on est sur la vague BFM, puisque les François Langlais, les Julien Bugier, qui est la doublure de David Pujadas, Julien Bugier, il a commencé à Bloomberg TV, donc à une période où on parle beaucoup d'économie, c'est intéressant d'avoir des gens qui ont appris l'économie à Bloomberg TV. Et donc voilà, il y a une tradition maintenant qui s'est inscrite, on ne puisse pas dans les jeunes qui ont pu faire des écoles journalistes et qui ont appris le métier à France 2, les futurs cadres, hauts cadres de la rédaction. Et ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, on considère que même si effectivement tous les revenus de la chaîne ne se reposent pas sur la publicité, malgré tout, il y a l'idée que faire un bon journal est un journal qu'on regarde. Alors, il y a toujours les enjeux publicitaires. C'est aussi une question d'image de la personne. Voilà. Un journal, si on fait un journal pour l'idée que pour l'intérêt général, et on ne peut pas considérer qu'on fait un journal pour l'intérêt général si en gros personne ne nous regarde. Donc il faut avoir une audience importante. En tout cas, c'est comme ça que c'est retraduit dans l'esprit très souvent de journalistes. Et donc c'est ce qui explique qu'en fait on se dit qui peut être mieux placé pour faire l'audience que des gens qui travaillent dans des médias qui ont intériorisé des manières de faire le journalisme qui génèrent de l'audience. Et donc, on va puiser dans ces médias-là. Mais c'est à ce point pervers, en fait, ce système qui est que si on décidait que maintenant, on arrêtait de prendre des gens qui viennent de l'audiovisuel commercial pour diriger les chaînes du service public, on serait malgré tout un peu embêté parce que comme les jeunes journalistes qu'on a dans le service public ont été formés par ces anciens de l'audiovisuel commercial, il faudrait leur désapprendre leur façon de travailler qu'ils ont intériorisé auprès des gens d'M6, des anciens d'M6, des anciens de TF1, des anciens de BFM. Voilà. Benoît Califano et puis ensuite Erwan. Non, comme on et puis question Internet après. Voilà.
comme on essaie de ne pas trop caricaturer les banlieues et qu'on se dit qu'il faut arrêter de caricaturer les banlieues, j'ai presque envie de ne pas vouloir caricaturer la télévision aussi. Avant de diriger l'école de journalisme, j'étais moi-même journaliste, d'abord de radio, et puis ensuite j'ai fait du documentaire et de la télévision. Et j'ai juste envie de témoigner d'un contre-exemple. À l'époque, voilà, il n'y a pas que France. Oui, mais c'était à l'époque. Ouais, mais bon, c'était pas si vieux que ça, même si j'ai des cheveux gris. Je travaillais pour Arte, et à l'époque, c'était un journal qui s'appelait Le 8,5, je ne sais pas si vous en souvenez, qui était l'ancêtre d'Arte Reportage. Et c'est à l'époque où il y a eu, je ne me souviens plus de l'année, je suis désolé, il y a eu des émeutes à la Reinerie à Toulouse, dans le quartier de la Reinerie à Toulouse, suite à la mort d'un jeune qui avait été tué par un policier. Et donc il y avait eu effectivement un barnum médiatique autour de ces émeutes. Et un mois plus tard, Arte me dit « Benoît, tu vas retourner là-bas et tu vas faire un retour sur événement. » Ils sont gentils, donc moi je n'étais pas très content de retourner là-bas, et en disant ça va être très compliqué d'arriver après tout le monde et après justement ce qui s'était produit et le barnum médiatique qui s'en était suivi. Et Arte m'a dit mais tu prends le temps qu'il faut. Et tu prends le temps qu'il faut pour travailler. Et donc on a pu rester, je crois, 6 ou 7 jours pour un journal, ce qui est extrêmement long sur un timing de journal. Et on a pu faire un travail un peu sensible et un peu en profondeur, avec cette idée que peut-être qu'il fallait un petit peu de temps pour comprendre ce qui s'était joué. Mais la télévision est parfois capable de ça aussi. Erwan, rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions. Très rapidement, deux exemples, ou je ne sais pas si c'est des exemples ou c'est des contre-exemples, enfin plutôt des contre-exemples. Mais enfin, on ne va pas faire une bataille de boxeurs. Sur le service public, il se passe des choses extrêmement surprenantes. Peut-être certains d'entre vous connaissaient une émission qui s'appelait Microscopie, qui était réalisée par Édouard Zambeau, qui était en gros une hebdomadaire qui s'est arrêtée en 2011, je crois, et qui traitait d'une heure par semaine sur les quartiers, et très souvent, quasiment toujours sur les quartiers. Et en 2011, on a dit à Édouard Zambeau, la banlieue ne mérite pas 47 minutes sur nos ondes par semaine. Circuler. Fini, plus rien, plus aucune émission sur ces questions-là. Et autre exemple, contre-intuitif, sur les histoires d'audience, etc. Le service public se permet de faire parfois un bras d'honneur à l'audience, parce que par exemple, on a des émissions comme Tom Tom à une époque qui existait sur France 5, je crois, qui faisait 350 000 auditeurs, qui marchait relativement, qui a été remplacé, on le dit d'aller voir ailleurs, brave camarade qui faisait ça, qui a été remplacé par François-Olivier Gisbert, qui fait beaucoup moins d'auditeurs, 100 000 à peu près, mais lui, par contre, il est vraiment très clairement, il reste. Il y a certaines personnalités qui ont un poids qui fait que quelle que soit l'audience que vous avez, vous restez parce que vous avez une surface, on va dire politique. Voilà, c'est un nom. Vous avez un nom qui fait que vous restez alors que les autres qui font plus de cartons s'en vont. Mourad, question Internet et après dans la salle. Oui, Jean. Alors, une intervention d'une personne qui émet éventuellement des solutions. À quand une matière? Alors, cette question peut s'adresser à Benoît Califano, directeur de l'école de journalisme de Montpellier. À quand une matière, à partir de l'école élémentaire, voire le collège, permettant de décrypter, voire décoder l'information médiatique? Est-ce que cela pourrait être une solution pour faciliter la compréhension? Donc ça peut être une avancée intéressante. Et il ne répond pas tout de suite, on prend les questions. En effet, il y a une autre question, un tweet plus exactement, de Diana94, qui nous dit « Je suis passé par une école de journalisme, mais aujourd'hui, impossible d'avoir un contrat si on n'a pas de réseau ou si on n'est pas pistonné. » Non, attends, pardon, mais il y a beaucoup de gens qui demandent la parole dans la salle. On va prendre plusieurs questions, si tu veux bien, Benoît. Monsieur, ici, on porte un micro, ou peut-être déjà quelqu'un là, en main. Micro, s'il vous plaît. Il y a les porteurs de micro. Bonjour à tous, Soufiane. Vous êtes où, là? Hop là, ici. Voilà, très bien. Je ne vais pas me lever parce que personne ne s'est levé. Non, ça y est, on vous a vu. Donc, voilà. Non, ça ira. Déjà, une petite remarque. On parle de discrimination. Et je vois personne y représenter les quartiers populaires sur la table ronde.
Pour moi, ça m'interroge. Bon, il y avait peut-être Mustapha, mais il n'est pas là en tant que personne du quartier, il est là en tant que journaliste. Donc ça aurait été bien d'avoir une personne qui puisse refléter la réalité dans laquelle on est en train de parler, parce qu'on ne parle pas d'une licorne, on parle de quelque chose qui est réel. Et deuxième remarque qui me vient, en fermant les yeux, j'ai l'impression de me retrouver sur France Culture. Très élitiste, très, très fin, pas beaucoup de pragmatisme. C'est pas une critique de la part des invités. Je pense que le ton qui est donné, les questions qui sont posées ne sont pas forcément celles qu'on pourrait attendre en voyant le thème. Voilà. Et donc après, là, j'arrive à ma réflexion. Incompréhension mutuelle, je dirais pas mutuelle. Ça a été un peu abordé, on parlait des fixeurs. C'est vrai que moi, j'ai appris ça en lisant le Monde diplomatique. Les journalistes comme Pujadas, etc., ont des fixeurs. Fixeur, c'est un terme qui vient du reportage de guerre, donc en pays étranger. Voilà, donc ça veut dire déjà le rapport. Il n'y a aucun jeune de quartier qui peut aller dans le studio de France 2 et dire venez faire un reportage avec moi. On est toujours obligé d'attendre que quelqu'un vienne se déplacer avec cette vision un peu orientaliste, d'anthropologue. Il n'y a pas la profondeur de l'anthropologie. On vient dans un territoire étranger, dans une jungle, avec la machette, on vient débroussailler, on ne s'aventure pas trop parce que c'est dangereux, et après on repart avec ce qu'on a cru voir. Pas ce qu'on a vu, ce qu'on a cru voir. Donc et souvent, ce qui a été dit, c'est vrai, les sujets sont faits à l'avance. Mais ma question première, c'est, vous avez abordé un thème, moi, qui me gêne. Vous avez communautarisé le débat. Pour moi, vous avez tous été responsables, l'un après l'autre, de cette communautarisation du débat, du propos. En disant, il n'y a pas assez de jeunes des quartiers populaires. Au niveau de l'accessibilité du travail, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de l'équité de traitement, je ne suis pas sûr que les jeunes des quartiers populaires auraient une vision... certes, ils viendraient du terrain, mais dans ce cas-là, pour faire l'histoire américaine, il ne faudrait que des Américains. Pour faire l'histoire d'Algérie, il faudrait que des gens qui ont fait la guerre d'Algérie, etc. On n'en sort plus. On n'en sort plus. Le jour, voilà, mais justement, le jour où on aura résolu ce problème, ça sera où un Français de souche traitera les quartiers populaires sans avoir besoin d'avoir ce vécu-là. Parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Les quartiers populaires, le jour où ils iront mieux, c'est la France qui ira mieux. Ce n'est pas un problème que des quartiers populaires. Et ça, c'est un gros problème que les médias ont, c'est de toujours essayer d'avoir, donc, soit par des intermédiaires via les fixeurs, soit par des journalistes street credibility, d'avoir cette passerelle. Non, c'est pas ça. On est unis. On est la France, etc. On nous le dit là depuis les attentats. Voilà. On a dit que c'était une table ronde. Parce que ça serait la dernière remarque et je finis sur ça. Allez-y, monsieur, terminez. Je trouve ça, monsieur Meshmash avait dit, j'espère qu'il a été sincère, que ça serait interactif. Dans ce cas-là, on ne colle pas, moi, le rôle simplement de poser la question en me disant tu te tais, voilà. Donc je développe. Parce que sinon, je pose ma question, oui, non, et c'est fini. Non, mais, je pense que la parole a été assez monopolisée. Juste, je finis, et c'est mon propos, s'il vous plaît. C'est mon propos. Donc, est-ce qu'on a besoin, et ça je m'adresse à vous tous, est-ce qu'on a besoin pour être crédible et avoir un propos pertinent d'être issu du quartier ? Quel est ce besoin d'avoir cette diversité, hormis bien sûr l'accessibilité de l'emploi ? Il n'y a pas de souci. Mais je parle vraiment en termes de traitement de fond. Voilà, merci beaucoup. Désolé d'avoir été long. Merci monsieur pour votre contribution tout à fait essentielle sur toutes ces questions. Si vous me permettez simplement une pointe d'humour, ça veut dire qu'à la table, là, il n'y a pas de communautarisme et on peut traiter aussi de ces questions. Mais on peut la traiter en débat et en échange avec tous les acteurs de ces questions-là. Mustapha. Non, mais je pense que... et après, il y a d'autres questions ici. L'intervention est bonne. Hein. Je pense que pour parler, pour être un peu plus dans le dur... si je vous raconte par exemple les émeutes de 2005 ou de 2007, il est vrai que les rédactions, certaines rédactions ont fait appel à des reporters de guerre. Parce qu'en fait, la banlieue fait peur. Donc il est plus excitant d'aller à Gaza ou en Cisjordanie que d'aller de l'autre côté du périph', à 30 km de Paris. À 30 km de Paris, on ne connaît pas. Pourquoi on ne connaît pas ? Parce qu'on est nourri par les fantasmes qu'on a pu... voir déjà à la télévision, on a pu lire dans la presse. C'est pour ça qu'un certain nombre de journalistes ont fait appel à des fixeurs, c'est-à-dire à des gens qui vivent dans le quartier, qui leur permettent d'ouvrir certains ponts, etc. Bon, moi, je n'ai pas fait appel à des fixeurs.
J'ai pas fait appel à des gardes du corps, parce que certains sont baladés avec des gardes du corps. Certains sont baladés avec des gilets pare-balles. Moi, j'avais pas de gilet pare-balles. Donc voilà. Ça m'a pas. Je me suis fait dépouiller en reportage. Hein. Je veux dire, c'est le risque. Hein. C'est pas grave. Hein. Mais j'ai pas fait appel à ça. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, moi, je suis quelqu'un de terrain et qui avait l'habitude d'aller sur le terrain. Nous, au journal Au Monde, tous mes collègues n'ont pas fait appel à des fixeurs. Hein. Ils sont aussi allés sur le terrain. Je pense que la problématique s'est posée pour d'autres quotidiens, pour d'autres news, qui n'avaient pas l'habitude d'aller dans ces endroits-là. Effectivement, ils ont fait appel à des gens. Alors c'est un peu dur de se dire qu'on utilise la même méthodologie que lorsqu'on va à Bagdad. Mais c'est la triste réalité. Après, l'autre chose, sur la diversité. Moi, j'aime pas ce mot. Ça veut rien dire pour moi, la diversité. Effectivement, c'est pas parce que un arabe ou un noir va rentrer dans une rédaction que finalement il va avoir une vision plus angélique dans la rédaction. C'est pas du tout ça. On peut être noir et arabe et avoir la culture dominante que des blancs, etc. La question, elle n'est pas là. Pour moi, ce qui est important d'une rédaction, c'est la mixité. Voilà, c'est d'avoir des origines sociales différentes pour nourrir le débat en conférence de rédaction, pour pas avoir des automatismes de réflexion, de se dire tiens, tel élu politique souhaite enlever les allocs aux parents parce que des élèves ont foutu le bordel. Ah bah tiens, on va aller dans le 93, on va aller à Rennes. Je veux dire, pourquoi on a tout de suite ce réflexe-là? Je vous le dis parce que c'est des réflexes que j'ai pu voir, qu'on a pu entendre, qu'on a pu... Et pourquoi on se dit, mais pourquoi vous n'allez pas aussi au fin fond de la Corrèze ou je ne sais quoi? Je veux dire, les banlieues, effectivement, et c'est vrai, les banlieues sont aussi mal compris que les campagnes. Moi, je me suis occupé pas mal de délocs, etc. En France, personne ne connaît les campagnes. Il y a aussi des choses incroyables qui se passent. Je suis allé dans des quartiers en campagne, je vous assure, hein, 93 à côté, c'est le Crillon. Hein. J'aurais pas voulu vivre dans cet endroit-là. Et pourtant, c'est pas une banlieue, c'est la campagne. Donc effectivement, alors moi, j'ai pas de solution, si ce n'est, comme je vous l'ai dit, voilà, de passer du temps et d'y retourner, etc. Et d'y aller, pas seulement quand les voitures crament. J'espère que j'ai répondu à la question sans être France Culture. Jérôme. Ouais. Oui. Je croyais que tu avais demandé la parole, pardon. Non, alors c'est Benoît Califano a demandé. J'apprécie les gens qui parlent de France Culture et qui lisent le monde diplomatique. Moi, j'ai pas trouvé que c'était méprisant de parler de France Culture. C'était plutôt bien. Non, juste pour répondre à la question sur la matière enseignée à l'école autour des médias, il y a un certain nombre de personnes dans cette salle que j'ai repérées qui font ça depuis de très longues années au sein de l'éducation nationale. Il y a notamment une structure qui s'appelle le CLEMI, avec laquelle nous, on collabore depuis très longtemps. Et donc, ça existe déjà. Voilà, sur la question de l'accès à la sortie d'école, au monde de l'emploi, je vais évacuer parce que ce n'est pas tout à fait le thème de notre débat. Voilà, et puis, monsieur, vous avez raison. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que pourquoi ce serait quelqu'un issu des banlieues qui traiterait des sujets sur les banlieues. Mais par contre, effectivement, les rédactions sont... à part à France 2, sont souvent des lieux de débat et de discussion, et c'est vraiment de la discussion collective au sein d'une conférence de rédaction que jaillissent des projets, des idées et des angles de sujets. Et donc, plus il y a de pluralité et de diversité dans ces salles de rédaction, et plus les propositions sont multiples, et plus les regards sont complexes. Voilà. Merci, je me tourne vers la salle. Voilà. S'il vous plaît. Et là-bas, regardez, là, monsieur. Ah ben, pardon. Ici, par ici. J'ai un micro. Monsieur faisait des gestes depuis longtemps. Allez-y, monsieur. Allez-y, et après, à vous. Faites passer le micro, comme ça, il sera prêt. Allez-y, monsieur. Alors, moi, ma question s'adresse particulièrement à monsieur Califano. Tout à l'heure, vous nous avez fait part des différents critères de recrutement dans l'univers du journalisme. Pour les personnes en situation de handicap, parce que là on est dans le cadre des assises de discrimination, alors pour ces personnes-là qui sont en situation de handicap, l'ESJ Montpellier ou Lille, qu'est-ce qu'il prévoit pour eux, pour ces personnes qui souhaiteraient faire du journalisme? Ça fait partie oui. Vas-y, réponds rapidement. On fait passer le micro pendant ce temps. Très rapidement, ça fait partie Monsieur, là.
Ça fait partie des chantiers qu'on a entamés. Notamment, on travaille pas mal avec une association de sourds. Et donc, on est en train d'imaginer spécifiquement pour des sourds un parcours de formation. On est de plus en plus sollicité par les médias qui sont sensibilisés à ces questions-là, toujours le service public, hein, mais pas que. Je crois que la Fondation TF1 aussi s'intéresse à cette question-là. Et sachez qu'au niveau du CSA, il y a aujourd'hui une injonction très très forte du CSA pour que le recrutement sur le handicap se fasse dans les chaînes de télévision et dans les radios. Et donc, de plus en plus, les médias vont solliciter les écoles pour qu'on ait des accompagnements spécifiques pour les personnes handicapées. Merci. On a quelques exemples, on a quelques étudiants porteurs de handicap et qui ont été recrutés parce qu'ils étaient handicapés. Merci Benoît. Monsieur, allez-y, vous avez le micro. Ah ben non, on ne vous entend pas, mais ça devrait pas tarder. Allez-y, parlez. Là, vous m'entendez. Très bien, merci. Moi, je voulais parler des responsabilités. Les médias, on l'a compris, vous nous avez tous dit. Tout se décide, du moins pour un certain nombre de médias, au niveau des conférences de rédaction, avec les réunions des chefs de service. Donc, c'est eux qui décident de ce qui doit être dit et de la façon qui sera traitée. On sait que tout est déformé. On connaît la banlieue, en tout cas notre banlieue ici. Moi, j'y vais régulièrement. J'en fais pas partie, mais j'y vais régulièrement pour me faire couper les cheveux, acheter les fruits et légumes, la viande, etc. Tout ce qui se dicte quand je vois à la télé, j'ai pas l'impression que c'est dans les banlieues qui, quand même, représentent une bonne partie de la France, à peu près, je crois, 7%. Donc, c'est pas rien, c'est important. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, comme l'a dit Florence Aubenas, les médias parlent de ce dont les gens parlent et les gens parlent de ce dont les médias parlent. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité partagée avec les gens. Les médias choisissent des sujets qui pensent être intéressants pour les gens, ils les développent, c'est vrai, de façon tronquée, et à force de les répéter, on a tous l'impression qu'il n'y a que ça qui existe et que ça donne, au bout de 30 ans, des très mauvaises images des médias. Donc le constat est là. Mais est-ce que la société française, l'esprit d'un certain nombre de personnes qu'on essaye de caresser dans le bon poil, caresser leurs préjugés, n'a pas aussi cette responsabilité? Parce qu'il ne faut pas oublier que la banlieue, progressivement, ce sont surtout les immigrés, les descendants d'immigrés, les musulmans et les supposés musulmans qui habitent en grande partie. Donc tout ça, et donc il y a des raisons sociales aussi qui font qu'elle est discriminée. Est-ce qu'il ne faut pas aussi partager la responsabilité? Il n'y a pas que les médias qui sont responsables, qui sont là effectivement pour faire de l'audimat, on l'a compris, mais la responsabilité est également partagée par les gens qui écoutent et qui aimeraient écouter ça, sinon ils zappent, ils passent à d'autres médias. Merci. Merci monsieur pour cette importante contribution. Alors, je suis un petit peu ennuyé parce qu'on me fait des signes désespérés en me disant qu'il faut passer à la table ronde suivante, mais étant entendu qu'évidemment, toutes ces questions sont au centre aussi de la prochaine. Hein, donc, il n'y a pas une vraie interruption. Je vais quand même prendre 2 questions encore. Allez-y, vous avez le micro. Oui. Moi, j'ai envie de poser une question sur justement le thème « Tous enfants de la République ». Et je me dis que ces derniers temps, après les attentats qu'on a... Pardon, il faut laisser passer, madame, je vous en prie, allez-y. Après les incidents qu'on a connus et les attentats, je me dis tout simplement que comment le média a pu traiter cette question sans qu'on puisse clairement y être associé. Je veux dire, j'ai vu beaucoup de spécialistes qui sont venus parler à la télé, d'avoir une idée, enfin, ou bien nous faire partager, eux, la façon comment ils voyaient les choses, et ceux qui étaient plus ou moins concernés, on les a pratiquement pas du tout entendus. Je veux dire, voilà, comment aujourd'hui le média, y compris avec ce qu'on vient de rencontrer, ce qu'on a vécu, il y avait des choses à dire, il y avait des choses à pointer, il y avait effectivement la possibilité de peut-être avoir une autre lecture. On a eu le droit à tous les intellectuels, tous les spécialistes dits des quartiers, soit peut-être les vrais acteurs qui n'étaient malheureusement pas invités à ces chaînes, et on trouve ça un peu regrettable, voilà, pour faire juste un peu écho à ce débat, quoi. C'est presque une contribution en soi, hein. C'est-à-dire que ce constat est extrêmement important, bien sûr, sur la façon, le mode de traitement. Erwan. Bon.
très clairement, il y a eu notamment dans les émissions spéciales qui ont été dédiées, spéciales Charlie, et qui ont été faites sur le service public, il y avait quand même des grands absents. Alors que tout le monde, comme tu dis Mohamed, il y a potentiellement dans les banlieues deviennent pour beaucoup de gens un réservoir d'accusés ou de coupables potentiels. Et effectivement, ce réservoir-là, on parle beaucoup de lui, ou on n'ose pas trop en parler, mais on y pense beaucoup. Mais on l'invite très peu à s'exprimer. Et c'est vrai qu'il y a, selon la manière de comptabiliser, il y a entre 7 millions et 10 millions de gens qui habitent dans les quartiers populaires en France, ce qui fait beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'on n'a que 2 ou 3 personnes qui sont systématiquement interviewées pour, entre guillemets, représenter ces quartiers-là quand il y a des plateaux télé, etc., etc. Donc il y a un sérieux pépin. On va avoir 60 élus socialistes qui vont pouvoir représenter les 200 000 militants socialistes qui existent en France, mais on va avoir 2 ou 3 personnes qui vont représenter les 7 ou 10 millions de Français des quartiers, et toujours les mêmes. Et donc il y a un vrai pépin d'impossibilité d'accéder tout simplement à une parole. Il y a énormément de chercheurs issus des quartiers qui savent parler de ces questions-là et de plein d'autres questions qu'on entend très peu. Il y a énormément d'acteurs issus des quartiers qui pourraient en parler de manière extrêmement diversifiée. On les entend quasiment jamais, en tout cas à la télévision. Et il y a effectivement un blackout complet sur une bonne partie. Sur les questions d'islam, par exemple, on va avoir essentiellement un représentant de l'islam, qui est l'imam de la mosquée de Drancy, qui va intervenir quasiment toujours. Et donc, ça pose un petit peu un problème aussi sur la complexité des différentes visions qu'on peut avoir de ces questions d'islam. Donc, il y a des sujets dont on parle, mais il ne faut surtout pas que les premiers concernés soient invités. Donc, là, il y a un gros boulot à faire. Si je peux dire quelque chose en 30 secondes. Conclure, donc une minute chacun, s'il vous plaît, parce qu'on me demande. Vas-y. Non, juste pour dire que malheureusement, nous sommes devenus aussi un métier où on s'est, entre guillemets, fonctionnalisé. C'est-à-dire qu'on a pris trop de mauvaises habitudes. C'est-à-dire que voilà, on va prendre les mêmes intervenants que les autres parce que c'est des bons clients. Voilà. On ne va pas chercher d'autres intellectuels parce qu'on ne les connaît pas et on sait pas ce qu'ils vont dire. Après, effectivement, quelqu'un avait parlé de réseau. C'est vrai qu'on est un métier où c'est pas le mérite, hein, c'est la copinocratie. Hein, c'est ça qui règne chez nous. Donc, t'es copain avec tel journaliste, t'as écrit tel bouquin avec tel journaliste, donc s'il te plaît, c'est plus simple d'avoir une relation avec toi. Et de toute façon, et c'est vrai, c'est très symptomatique, d'ailleurs chez nous en France, dans les débats de société que nous avons, généralement les principaux sujets ne sont pas autour de la table. Hein. Par exemple, lorsqu'on parle des filles voilées, il n'y a déjà pas de femmes et il n'y a pas de filles voilées. Moi, j'aimerais bien avoir un débat où il y a des filles voilées qui nous disent voilà, moi je porte le voile, moi je suis pas content. Moi, ça me paraît d'être frappé du. Voilà. Moi, je suis pas Edoui Plenel, je suis pas responsable d'un journal, je suis pas le patron du Monde, je suis pas David Pujadas. Mais croyez-moi, si demain je devais avoir des responsabilités hiérarchiques dans un journal, ou si demain je dois présenter un journal, je pense que je le ferais comme dans mes papiers, c'est-à-dire que je donnerais la parole à tout le monde. Mais voilà, nous on est petits, on est très très petits, donc c'est facile de dire ça. Mais moi, j'ai fait un film pour France 2. Il y a une fille voilée qui parle dans le film. Et elle dit des choses, je vous assure, vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Et je me dis, c'est dommage. Et dans mon film, tout le monde parle parfaitement français. Et ça, c'est important. Est-ce que des gens comme nous, comme moi, qui parlons très bien français, parce que nous sommes nés en France, nous ne sommes pas invités. Il leur faut quelqu'un d'analphabète avec l'accent du bled, parce qu'on a l'habitude de croire qu'aujourd'hui, les populations issues de l'immigration, comme on dit, sont toujours des populations étrangères. C'est dommage parce que notre rôle aussi, c'est de mettre en avant d'autres types de personnes. Et juste une chose, aussi un des travers de notre métier, c'est que généralement, on a toujours voulu mettre en lumière des réussites de manière exceptionnelle. Et je pense que ça, c'est une erreur. Parce que je pense que quand vous voulez montrer que certaines réussites sont exceptionnelles, ça veut dire que tous les autres ont échoué. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours refusé d'être dans les kaléidoscopes de singes là, c'est-à-dire que nous on est derrière les cages, ils ont réussi. Mais moi j'ai pas l'impression d'avoir réussi. C'est pas une réussite d'être journaliste au Monde. J'ai juste fait quelque chose que j'avais envie. Je pense qu'il faut juste remettre les choses dans son contexte. C'est-à-dire que si j'accepte ça, c'est-à-dire que tous les autres n'ont pas réussi. Et pour moi c'est pas vrai. Donc j'espère que demain, la nouvelle génération de journalistes qui seront formés par le 2.0 auront conscience qu'il faut donner la parole à tout le monde. Et même si la parole vous dérange, il faut qu'elle soit entendue.
Monsieur, je peux pas rapidement, s'il vous plaît. Oh, c'est Oui. pas possible. Alors, on parle beaucoup des quartiers, mais je ne voudrais pas qu'on oublie l'autre terme, quartier populaire. L'aspect populaire n'est pas négligeable parce que c'est lui qui fait l'unité de l'ensemble des Français. Et quand on dit quartier, bien souvent on sous-entend issu de l'immigration. Moi, je voudrais rétablir le fait qu'il s'agit de quartiers populaires pour signaler que le traitement des questions populaires subit la même discrimination que celle qui est faite vis-à-vis des personnes issues de l'immigration. Quand on parle d'une grève, on parle de gens qui ont été pris en otage. C'est scandaleux. C'est-à-dire que ceux qui viennent et qu'on voit à la télévision dénoncer la grève parce qu'ils sont pris en otage, etc., se considèrent comme étant les otages en Irak ou je ne sais où. Il y a là un traitement qui n'est pas uniquement réservé aux personnes issues de l'immigration, je ne sais pas comment les appeler, je suis désolé, hein, je prends ce mot-là, mais voilà, oui, ça je m'en doute. Mais l'autre aspect populaire est fondamental et c'est lui qui permet d'unir et de constater, y compris d'ailleurs pour le traitement des questions économiques. Voilà. Merci. Encore une question. Oui, moi, là, ce qui me pose question dans ce débat, c'est que nous parlerons médias. Est-ce que les journalistes sont responsables des médias? Moi, je ne crois pas. Non, on sait quand même tous que les médias appartiennent à des personnes. Bon, on fait la différence entre la télévision et les journaux, mais je crois que c'est à peu près pareil au niveau de ceux qui possèdent et donc de ceux qui créent les stéréotypes, parce qu'on dit, bon, on fait un constat, il y a des stéréotypes dans les banlieues. Bon, moi, j'arrive de Lunel, alors je peux vous dire qu'au niveau stéréotype, on vient d'en prendre plein la figure, hein, pour ne pas parler autrement. Je crois qu'on a eu un sommet dans ce qui peut se faire au niveau de l'interprétation d'une situation donnée, avec des choses complètement aberrantes, où les journalistes ne sont même pas allés voir à la mosquée qui c'est qui prenait les décisions. On mélange imam, on mélange président de l'association de la mosquée. Enfin, tout est dit et n'importe quoi. Moi, je crois que derrière ça, il y a quand même une interprétation de la réalité qui est faite et qui est objectivée. Je crois que ça c'est important. On a toute une histoire en France, on parle des banlieues, mais il faudrait quand même parler aussi de la colonisation, de tout ce qui en est issu. Je crois qu'il y a un vrai problème d'explication. Et pourquoi on ne veut pas le faire? Pourquoi on préfère ces stéréotypes qui, soi-disant, font de l'audimat, alors que quand même les banlieues sont intéressées, enfin, même si Lunel, c'est quand même pas la banlieue, sont intéressées à se voir, à avoir un miroir de temps en temps pour eux. Je crois qu'il y a une vraie peur de la classe ouvrière, pour parler grossièrement, et des banlieues qui sont effectivement les représentants de ces catégories sociales aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a des objectifs que se sont fixés les médias, c'est d'empêcher certaines paroles, d'empêcher le développement des actions possibles effectivement pour sortir de là. Et quand même, je crois qu'il y a à faire quelque chose du côté de la citoyenneté. Alors, on n'a pas parlé de l'amendement Charb qui vient d'être voté. Je crois que ça fait partie des choses qui sont importantes pour dire on peut faire autrement que réserver les publicités, réserver les moyens considérables à cette presse qui nous raconte la France comme elle n'est pas. Voilà. Merci, monsieur. Toute petite rectification, si vous le permettez, dans votre propos, c'est qu'à mes yeux, la classe ouvrière n'est pas un terme grossier, mais c'est simplement une formule de langage. Je vous demande de conclure en 15 secondes. Alors, 15 secondes, j'ai un peu regretté que le débat, finalement, c'était peut-être télé, habitants de quartier, incompréhension mutuelle. On a beaucoup tourné autour de la télé. Et tout à l'heure, Mustapha a parlé de 2.0. Et je pense que le 2.0 est en train de bousculer les choses. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, les journalistes diffusaient l'information et le citoyen recevait l'information. Aujourd'hui, avec le 2.0, c'est-à-dire qu'avec le numérique, avec Internet et avec le fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut être aussi producteur de messages sur Internet, et peut-être qu'ensemble, il peut se conjuguer avec des espaces médiatiques. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se jouer du côté de la prise de parole du citoyen et du citoyen des quartiers populaires. Caïna Télé en est le parfait exemple. Absolument, Jérôme Berthaud. Alors, juste deux idées. La première, quelqu'un disait tout à l'heure, les journaux parlent ce dont les gens parlent. Ils ne parlent pas
de ce dont tous les gens parlent. Ils parlent de ce dont les responsables politiques parlent, notamment en particulier. Il ne faut jamais oublier que les journalistes n'inventent pas non plus grand-chose. Ils tendent quand même à se caler sur l'agenda des gens qui occupent les positions dominantes dans l'espace social, et donc notamment des responsables politiques. Il a fallu que Manuel Valls parle d'apartheid social pour que tout d'un coup on commence à se dire la question sociale dans les quartiers, etc. Donc on voit les effets d'entraînement, et on a aussi le traitement sur les quartiers qui reflète le débat politique qu'on a en France. C'est la première chose. La deuxième chose, on disait à qui appartient les médias. Je suis désolé, je reviens sur France 2 et sur France Télévisions. C'est un service public. Donc il nous appartient. Donc la question, c'est de savoir est-ce que on accepte que France 2 a un traitement très proche de celui de TF1 et de M6, etc. On a peut-être aussi notre mot à dire. Il y a un président de France Télévisions qui a une élection qui va avoir lieu bientôt. Bon, c'est peut-être aussi des enjeux sur lesquels on doit être capable de se mobiliser peut-être. Erwan. Sur France Inter, il y a eu un petit sondage qui a été fait par un journal un peu contestataire qui révélait qu'en gros, il y avait 8 minutes, je crois, par jour dédiées aux gens issus des classes populaires, et tout le reste, 8 minutes par jour, tout le reste était donner la parole à toutes les autres catégories de la population qui représentent finalement, normalement, qui représentent assez peu. Donc il y a effectivement un problème de traitement. Juste un truc, souvent effectivement on compare le mauvais traitement, le maltraitement des quartiers populaires par la presse et notamment les télés, et on compare ça avec ce qui se fait sur les zones rurales et tout ça, qui sont effectivement très mal traitées ou pas assez bien. Et il se trouve que la différence, c'est que dans l'imaginaire, on va dire, de beaucoup de Français, la campagne, pour faire vite, c'est quand même plutôt positif. C'est les racines, c'est la nature, etc. Tort ou à raison. Dans les banlieues, il y a un imaginaire néocolonial qui reste, dans lesquels, quand on dit banlieue, on va arriver tout de suite, ça va charrier plein de préjugés, qui sont des préjugés qui datent depuis 50 ans au minimum. Et donc, d'une certaine manière, je ne pense pas qu'on puisse comparer le maltraitement des zones rurales et le maltraitement des zones urbaines, des quartiers populaires, quoi. Merci, Moustapha Kessous. Merci à vous. Moi, je pense que, juste deux petites choses. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, pendant très longtemps, c'était facile d'écrire sur la banlieue et raconter n'importe quoi, parce que c'est des populations fragiles qui n'avaient pas de relais d'information, qui n'avaient pas de relais intellectuel dans les médias. Aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez écrire quelque chose sur un quartier qui n'est pas réalité. Je pense qu'il est possible qu'il y ait une mobilisation sur les réseaux sociaux pour montrer que le journaliste a eu tort. Et je trouve que ça, c'est sain, parce qu'aujourd'hui, ça prouve que nous n'avons plus le monopole de l'information. Et ça, c'était important de le souligner. Et je pense que d'autre part aussi, il y a une révolution sémantique à avoir dans notre profession, c'est-à-dire d'arrêter d'utiliser les termes beurre, les termes issus de l'immigration, français qui vient de loin, français qui vient de très très loin, français qui n'est pas de français de souche, les communautés. Je pense que si on arrive aussi à appeler un chat, je pense qu'on pourrait quand même réduire le gap et entamer une compréhension mutuelle. Voilà. Merci. Alors, le débat n'est pas terminé puisqu'il reprend dans la deuxième table ronde. On vous avait annoncé un quart d'heure de pause. Il n'y aura pas un quart d'heure de pause. On enchaîne immédiatement puisqu'on a mordu sur le temps. 5 minutes.